Faut-il avoir peur de la population mondiale? Pourquoi ce titre? Est-ce que c'est parce que y a cette idée qui circule toujours dans l'opinion publique, peut-être même chez certains décideurs, qu'on est trop nombreux et qu'on est à la cause la principale cause du mal actuel? C'est pour ça. Oui, c'est-à-dire que je voulais remettre les choses un petit peu au clair par rapport à cette question. La première question, c'est est-ce qu'on est trop nombreux? Peut-être qu'on est trop nombreux, mais qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Parce que de toute façon, je pense que je voulais montrer que il faut dépasser cette question et se dire, bon, quels sont les moyens? En gros, il y a deux moyens. Il y a un, de favoriser la décroissance et deux, de transformer complètement les modes de vie et d'aller vers la sobriété dont a parlé François Gemène. Et favoriser la décroissance, ça veut dire du temps, ça veut dire que c'est quelque chose qui ne va pas se produire de manière immédiate. Donc, il faut avoir pendant une vingtaine d'années des solutions qui passent effectivement par la sobriété, par toutes les questions de résilience. Ouais. Et donc, il n'y a pas une solution quand on dit « sommes-nous trop nombreux ?» C'est comme s'il y avait une solution qui est de dire « bah oui, on est trop nombreux, Oui, alors, mais on fait quoi ?» Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Mais ça fait rien, je voudrais m'arrêter là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quand même encore, il y a débat parce qu'il y a eu, je voudrais qu'on voie une image dans les années que vous présentez d'ailleurs dans vos conférences, l'image de Paris Match. C'était, je crois, en 1992, voilà. Oui. Le monde périra étouffé par les berceaux. Oui, 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 oui. Donc il y a eu un courant comme ça important à partir des années 70. Oui, oui, il y a eu en fait en 68 la publication d'un ouvrage qui s'appelait La bombe population, qui a connu un succès majeur, particulièrement aux États-Unis. À partir de ce moment-là, on a commencé à imaginer, bon, c'était l'époque où il y avait l'inquiétude nucléaire, de la bombe nucléaire. On a fait le parallèle très rapidement. On va le voir, le dessin, vous nous l'avez envoyé, ça va bien illustrer votre propos. Voilà. C'est ça. Donc, ça, c'était quand? Ça, c'était en 66. Donc, en fait, il faut lire la figure en penchant la tête, hein, parce que c'est en fait le tronc s'élargit au fur et à mesure que la population augmente, et on arrive en haut du champignon, c'est la population de l'année 1966, au moment où l'ouvrage qui cite cette carte, mentionne cette carte, a été publié. Donc il y avait vraiment l'idée de choc majeur. Alors toute la difficulté, c'est de ne pas nier le problème que la population mondiale peut poser, que la croissance de la population mondiale peut poser. Oui. Et en même temps de ne pas mettre tout sur son dos. Donc quand on dit population, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on dit activité humaine, et c'est la question de l'Anthropocène, ou est-ce qu'on dit nombre d'individus, strictement? C'est pas la même chose. C'est pas exactement la même chose. Mais on va y venir. D'ailleurs, c'est ça. Combien même on aurait peur, il n'y a pas de solution. On ne peut pas demander à toutes les femmes du monde d'arrêter d'avoir un nombre d'enfants limité. Ça n'a jamais marché, ça. Ça a marché ou pas? Non, ça n'a jamais marché. L'exemple le plus connu, évidemment, c'est la politique de l'enfant unique en Chine, mais qui, en fait, qui a quand même traumatisé les couples. Il faut pas... Mais ça n'a pas eu un effet majeur sur la fécondité. En tout cas, ce n'est pas la raison de la baisse de la fécondité en Chine. La baisse de la fécondité est largement antérieure à l'adoption de la politique de l'enfant unique. Mais il n'empêche qu'il y a eu... que ça a été difficile à vivre pour les couples, et notamment, ça a favorisé le déséquilibre des sexes, puisque les couples voulaient avoir des petits garçons, comme ils ne pouvaient avoir qu'un enfant. Donc, en termes de société, ça a été un événement très important, mais en termes d'évolution de la population chinoise, ça n'a pas eu un effet majeur. D'accord. Et en Inde aussi, que vous connaissez bien. Oui, alors en Inde, c'est vraiment une très longue histoire, parce qu'en Inde, c'est au début des années 1950, de la décennie 1950, que le gouvernement de Nehru a mis en place un programme de planification familiale,
avec l'idée que c'était une priorité, que pour le bien-être de la population indienne, il fallait vraiment limiter les naissances. Et les mesures qui ont été adoptées à chaque décennie ont systématiquement été, enfin les objectifs ont été systématiquement réévalués parce qu'on n'atteignait jamais les résultats souhaités. Alors, ce qu'il faut juste rajouter, c'est que en démographie, il y a un élément majeur, c'est ce qu'on appelle l'inertie démographique. On compare souvent l'évolution d'une population à un grand paquebot. On lui fait pas tourner, il tourne pas à 90 degrés de manière immédiate. Ouais. S'il veut tourner, il faut qu'il ait du temps. Et les populations, même si aujourd'hui la fécondité diminue au niveau juste du remplacement, c'est-à-dire juste ce qui est nécessaire pour que la population se remplace, la population mondiale continuerait d'augmenter jusqu'en 2100 et avoisinerait les 11 milliards. Donc les solutions qu'on avance, si tant est qu'il y ait des solutions, elles sont de toute façon des solutions qui ne peuvent être qu'à moyen long terme. C'est ça, qui auront des effets dans pas mal de temps. Alors, face à ce débat, finalement, puisqu'il y en a qui disent « oui, on est trop nombreux, etc. » et tout. Vous, en tant que scientifique, en tant que démographe, quelle est votre démarche? Comment avancez-vous dans le problème? C'est de dire, c'est d'essayer de poser les questions et de regarder les marges de manœuvre. De quelle marge de manœuvre dispose-t-on? Un des éléments fondamentaux, c'est que si on veut que la population se stabilise, il faut qu'il y ait un développement suffisant à l'échelle de la planète. Parce qu'on a quand même souvent tendance à être centré sur les pays du Nord et à penser que les pays du Nord représentent le monde, mais il y a quand même toute une partie. Je rappelle quand même que la Chine, c'est 1/6 de la population mondiale. L'Inde, c'est 1/6 de la population mondiale, donc à eux deux, c'est 1/3. Donc ce qui se passe dans ces pays, et d'ailleurs à l'époque de Rajiv Gandhi, lors d'une conférence, il a expliqué que ce qui se passait en Inde, ça avait beaucoup d'influence sur la population mondiale. Parce que quand on parle de la population mondiale, ça a un petit côté un peu théorique et non défini, mais en fait, ce qui se passe en Chine ou en Inde, ça a beaucoup d'incidence sur ce qu'on observe. Et alors, le gros enjeu aujourd'hui, c'est que la fécondité continue de baisser, poursuive sa baisse. Et pour qu'elle poursuive sa baisse, il faut qu'il y ait un développement dans les pays du Sud, un développement suffisant dans les pays du Sud, et c'est que ce développement ne soit pas juste une augmentation de la consommation. C'est là qu'il y a le vrai enjeu. Vous, c'est votre théorie à vous, si on peut. Oui, enfin, c'est peut-être pas une théorie, c'est peut-être pas à moi. Voilà, c'est votre point de vue. Oui, c'est bon. Votre point de vue, c'est de dire qu'on comprenne bien. Alors d'abord, il y a une première chose à dire, c'est que tous les individus n'ont pas, si j'ose dire, le même poids. Oui, ils ne sont pas tous égaux. C'est-à-dire c'est-à-dire que quand on dit 8 milliards d'habitants, on fait l'hypothèse qu'ils ont tous le même effet sur l'environnement, le même impact sur l'environnement. Mais bon, on voit bien que tout le monde ne vit pas de la même manière. Ce qui veut pas dire que les pauvres ne polluent pas. Ils vont polluer avec des formes différentes de pollution. Souvent, ça sera, à mon sens, une pollution moins irréversible, et ça renvoie en fait à les questions du progrès technique. Le progrès technique est souvent avancé comme une solution, mais est aussi au passage créateur de problèmes, en particulier du fait des difficultés de recyclage. Il est extrêmement difficile de recycler beaucoup des produits élaborés, alors que dans un mode de vie rural d'un village reculé, on va dégrader, on va polluer les rivières, etc., on va couper les forêts, mais les modes de pollution seront plus intégrés dans la nature et plus pris en compte. D'accord. Donc, vous dites, une des solutions importantes, c'est de rétablir l'équilibre, c'est d'encourager le développement, l'éducation dans les pays les plus pauvres. Oui. Et c'est que les couples qui vivent dans les pays les plus pauvres aient une vraie liberté de choix en termes de choix reproductifs. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que dans les parties les plus reculées, il n'y a pas de choix. Ou ce sont des rapports de genre, c'est-à-dire hommes-femmes, qui sont très inégalitaires, donc la femme n'a pas voix au chapitre, ou dans certains cas, elle ne sort pas de chez elle, donc elle n'a personne qui peut la sensibiliser aux questions de contraception, ou, comme ça est le cas en Afrique, il y a l'entrée en union extrêmement précoce,
et le modèle prégnant est quand même d'avoir des familles nombreuses. Donc, il faut qu'il y ait une liberté de choix des couples et dans des rapports égalitaires hommes-femmes. Ça, je crois que c'est vraiment fondamental. Après, dire aux gens, il faut que vous en ayez un, deux ou trois, moi, je ne suis pas favorable à ça. Je pense qu'il y a des gens qui n'auront pas d'enfants parce qu'ils n'en veulent pas, pour des raisons écologiques ou autres. Et puis, il y a des gens qui en veulent un peu plus. Plus on se développe, moins on a d'enfants, de façon générale. En moyenne, oui. C'est ça. Donc, vous dites, il faut aider les pays les plus pauvres à se développer. Ça, c'est une chose. En même temps, il faudrait quand même que les plus riches se calment un peu sur la consommation, quand même. Oui. Mais oui, c'est absolument. Mais ça, c'est toute la difficulté dans les rapports Nord-Sud, c'est que les pays du Nord ont beaucoup dit aux pays du Sud, il faudrait que vous ralentissiez la croissance de la population chez vous. Et les pays du Sud disaient, oui, mais vous, si vous consommiez un peu moins, il y aurait moins de problèmes. Et donc, ça a été un peu un dialogue de sourds. Après, c'est ce que disait François Gémen. Est-ce que jusqu'où les gens vont aller dans la sobriété des comportements, d'une part, et d'autre part, il y a une question alors plus technique, je trouve, qui est qu'est-ce qui est bien, quel est le bon comportement d'un point de vue environnemental. Et c'est extrêmement difficile. On nous dit, non, il ne faut pas prendre de l'essence, mais il faut l'électricité. Après l'électricité, il faut la produire, les batteries. C'est extrêmement difficile de savoir comment être vertueux dans le domaine. Donc là, il y a un vrai travail d'investigation et sans parti pris. Parce que la difficulté, c'est qu'il y a souvent des partis pris qui font qu'on résume, enfin, on fait des courts-circuits dans les analyses. Et c'est un petit peu ce que j'ai essayé de faire, moi, d'essayer de développer les étapes, de dire s'il y a ça, ça veut dire ça, etc., de montrer un enchaînement logique.